Bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous présenter une histoire que j'ai écrite sur base d'un hoax, un canular. Alors je vous le dis par avance pour pas que vous le propagiez, parce que moi je suis tombé dessus et j'y ai cru directement. Et finalement, ça fait la base d'une super histoire, bien triste pour le personnage principal, mais bien drôle et à partager de manière beaucoup plus courte entre amis pour faire flipper lors d'une soirée d'horreur ou bien pour faire rigoler, parce que les deux cas sont possibles. Acte numéro 1, je l'ai intitulé « La fatigue ». Le matin se lève sur une morgue française. Comme tous les jours, les portes s'ouvrent avant l'aube. À l'intérieur, le silence règne, troublé seulement par le bourdonnement des systèmes de réfrigération. Ce sont les sons qui définissent le quotidien de ceux qui travaillent ici. Le froid constant, le murmure régulier des machines et l'acceptation silencieuse de la mort. Henri, un employé de cette morgue depuis plusieurs années maintenant, arrive pour sa garde de nuit. Il a fait ce travail si longtemps qu'il pourrait le faire les yeux fermés. Ce jour-là, Henri n'est pas seul. Il partage ses responsabilités avec plusieurs collègues, dont Jenna Davis, une femme d'expérience, une vétérante de la morgue. Ensemble, ils gèrent les entrées, les sorties, les identifications. C'est un travail de précision, un balai macabre, mais nécessaire. La journée progresse. Les corps arrivent et repartent. Les dossiers s'accumulent. Les heures s'égrènent. Mais ce jour-là, quelque chose est différent. Henri travaille sans relâche. Une civière après l'autre. Un dossier après l'autre. Les minutes deviennent des heures. 13 exactement. Henri vient de dépasser les 13 heures de travail consécutifs. Son corps le supplie d'arrêter. Ses yeux deviennent lourds, ses mouvements ralentissent. La fatigue s'installe comme une couverture étouffante, enveloppant son esprit, tout comme son corps. À un moment, Henri croise Jenna Davis dans le couloir. Elle remarque immédiatement son état. Son visage est pâle, ses yeux sont vitreux. Il parle à peine. Elle lui suggère de prendre un moment. Henri acquiesce. Ouais, il a juste besoin de quelques minutes. Juste quelques minutes. Henri se dirige vers la salle de repos, mais la fatigue est tellement intense qu'il ne parvient pas à se rendre jusqu'à une vraie chaise, un vrai lit. À la place, il descend au rez-de-chaussée, près de la zone de transfert des corps. C'est ici que se trouvent les civières. Elles sont vides en ce moment, attendant leur prochaine mission. Henri en choisit une. C'est une surface dure, peu confortable, mais ça fera l'affaire. Il s'allonge. La civière accepte son poids. C'est froid, c'est déprimant, mais c'est un endroit où il peut se reposer. Et maintenant, il n'y a rien d'autre qui compte pour Henri. Il ferme les yeux. En moins d'une minute, il s'endort profondément. C'est le sommeil de l'épuisement total. Le sommeil de quelqu'un dont le corps demande justice. Il ne rêve pas, il ne se tourne pas, il reste immobile, allongé là, respirant régulièrement, oubliant momentanément l'endroit où il se trouve et ce qu'il y a autour de lui. Le temps passe. Peut-être 10 minutes, peut-être 15, peut-être 20, Henri ne compte pas. Le monde peut tourner sans lui. Pendant ce temps-là, ailleurs dans la morgue, le travail continue. Un nouvel employé arrive pour son poste. Il s'appelle Marc, ou Thomas, peu importe finalement. Les récits varient sur son nom exact. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il est relativement nouveau dans ce métier. Il n'a pas encore les années d'expérience d'Henri ou de Jenna. Il n'a pas encore le 6e sens que développent ceux qui travaillent longtemps dans les morgues. Marc a une mission ce jour-là. Un corps vient d'arriver. Un homme de 52 ans, victime d'un terrible accident de voiture survenu quelques heures plus tôt. L'homme est décédé sur place et a été amené directement à la morgue. Les procédures ont été respectées, le corps a été catalogué, un numéro lui a été attribué. Et maintenant, ce corps doit être transféré vers le crématoire pour les obsèques prévues. Marc consulte son dossier, tout est en ordre. Le protocole est clair, il doit localiser le cadavre et le transférer au crématoire qui se trouve dans une autre section du bâtiment. Il se rend à la zone de transit. C'est là qu'on entasse généralement les civières en attente de traitement. Mais ce jour-là, il y a une civière supplémentaire, une civière occupée. Et sur cette civière, il y a une personne qui respire tranquillement, profondément endormie. De loin, dans la demi-lumière du corridor,
Elle ressemble à n'importe quel corps. Il y a une forme sous un drap blanc, il y a un visage pâle, il y a une immobilité absolue. Marc ne regarde pas de trop près. C'est ici que commence la tragédie. Marc ne consulte pas l'étiquette de couleur habituellement attachée au doigt ou au poignet de chaque cadavre. Une mesure de sécurité élémentaire, un code de couleur qui identifie chaque mort. Cette étiquette n'est jamais censée être ignorée. C'est le deuxième niveau de sécurité après la vérification du dossier. Mais Marc peut être pressé, peut être inattentif, peut être simplement inexpérimenté, oublie cette étape cruciale. Il voit une civière, il voit ce qui ressemble à un corps, il pense que c'est le bon. Il est certain que c'est le bon, et sans une seconde d'hésitation, il l'attrape par les poignets et commence à la pousser. Henri, endormi, ne sent rien. Il ne sait pas ce qui se passe. Il rêve peut-être de choses meilleures, et il n'entend pas Marc. Il ne sent pas le mouvement. Marc pousse la civière à travers les couloirs. Il arrive au crématoire. C'est une machine imposante, menaçante, impressionnante. Des tuyaux sortent de tous les côtés. Des cadrans clignotent. Les techniciens du crématoire attendent. Ils ont vu des centaines de civières. Pour eux, c'est une autre entrée, une autre sortie. Ils ne questionnent pas non plus. Pourquoi questionnerait-il? C'est Marc qui apporte la civière. C'est Marc qui apporte un dossier. Tout semble correct. Marc s'en va. Les techniciens se préparent. Ils commencent les procédures de crémation. Acte 4. Vers la température critique, alors que le four atteint environ 1400 degrés Celsius, quelque chose se produit. Quelque chose que personne n'avait prévu. Henri se réveille. Son sommeil profond se brise soudainement. La chaleur envahit son corps. La douleur explose dans chaque fibre de son être. La conscience lui revient en une fraction de seconde. Une prise de conscience immédiate et absolue que quelque chose d'horriblement mauvais est en train de se produire. Pendant environ 5 secondes, c'est ce que Jenna Davis rapportera plus tard, un cri résonne à travers la morgue. Un cri de pure terreur. Un cri qui n'oublie jamais personne qui l'entend. Un son humain déformé par la douleur extrême et la réalisation soudaine de ce qui était en train de se produire. Jenna l'entend. Elle ne sait pas tout de suite d'où il vient. Elle l'entend simplement. Elle se demande ce qui pourrait bien causer un bruit pareil dans une morgue, un endroit supposé être silencieux et ordonné. Les collègues, en d'autres lieux dans le bâtiment, l'entendent aussi. Ils s'arrêtent, se regardent avec confusion et inquiétude. Les techniciens au crématoire l'entendent aussi. Et c'est à ce moment-là que la réalité les frappe. Ce n'est pas le bruit d'un cadavre. Les cadavres ne crient pas. Les cadavres ne font pas de bruit, du tout. L'un des techniciens crie une alarme. Un autre court arrêter les machines. Mais c'est le travail d'un moment. Quelques secondes à peine. Les machines s'arrêtent. Le chauffage ne cesse de monter, mais c'est trop tard. Jenna se précipite vers le crématoire. Elle arrive, le cœur battant, sachant que quelque chose est terriblement mal. Elle arrive juste à temps pour voir ce qui ne devrait jamais être vu. Pour confirmer ses pires craintes, à l'intérieur du four, c'était Henri.